Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler d'un projet que je mène depuis 10 ans maintenant et qui porte plus globalement sur la question de l'usage des flux naturels dans l'espace public. Je vais vous raconter un petit peu le point de départ de cette recherche et puis je vous présenterai quelques projets qui traitent spécifiquement des eaux. Voilà. Alors, le point de départ de ce projet a été en fait une réaction face à une notion qui est l'habitable. En fait, moi, quand j'étais étudiante, je lisais beaucoup de textes d'architectes, de designers. Et puis, je revenais souvent cette notion enfin plutôt la mission du designer ou de l'architecte qui consisterait à contribuer à rendre le monde plus habitable, contribuer à l'habitabilité du monde. Et je trouvais que c'était vraiment une très belle notion. J'avais envie, en plus, je cherchais quelque part à définir la fonction du métier de designer, en tout cas à définir le métier de designer que je voulais exercer. Et je cherchais un petit peu aussi une nécessité à être designer. Et donc, mais en même temps, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait l'habitabilité ? Et donc j'ai dédié en fait l'écriture mon mémoire de fin d'études à l'étude de cette notion, l'habitabilité. Et donc j'ai retracé l'histoire de ce terme. Donc ça m'a amené à voyager dans différentes disciplines comme l'astronomie, l'aéronautique, l'urbanisme, l'architecture. Et puis en fait, plus j'avançais dans cette recherche, plus je m'éloignais de cette perception un peu fantasmée de l'habitable, puisque je me rendais compte en fait que ce que l'on nomme habitabilité, c'est en fait le bras armé de l'utopie. C'est en fait cet arsenal technique qui va s'attacher à façonner l'espace qu'on habite par rapport à une utopie, un espace idéal à habiter. Et dans ce voyage, finalement, ou dans ce travail de façonnage du réel, c'est souvent la technique qui prime. C'est rendre habitable un lieu, c'est en réalité le rendre conforme à des normes, tendre vers un habitat standard, aller parfois jusqu'à contraindre certaines manières d'habiter, et aussi et surtout, et c'est ce qui m'a beaucoup intéressée, à finalement déconnecter l'habitation de son milieu, à faire en sorte que cet habitat produise son propre climat totalement déconnecté du milieu. Et c'est un peu là que commence cette recherche, donc, que j'ai appelée Topic. Et en réponse à ce que j'avais compris, j'ai voulu y répondre par des projets. Donc ce projet, cette recherche Topic a pour objectif d'imaginer de nouvelles typologies d'objets capables d'utiliser les flux naturels, donc comme l'eau, le vent, la lumière, et tout ça dans l'espace public. Topic vient de topos, donc relatif à un lieu donné. Et j'ai choisi ce terme en fait pour définir une typologie d'objets qui serait totalement déconnectée des réseaux énergétiques principaux et à l'inverse connectée au lieu. Donc l'enjeu de cette recherche, c'est aussi d'observer et de comprendre les conditions d'émergence minimales d'un système dans lequel il y a de la vie, des flux, des échanges, et puis de voir comment, en introduisant un objet dans un lieu spécifique avec ses propres caractéristiques, son climat, son histoire, ses usages, toute cette situation va pouvoir se mettre en marche de manière autonome. Donc les images que vous voyez ici, c'est le résultat de 10 ans à peu près de recherche. Donc les Topics regroupent une douzaine de projets. Ils sont soit réalisés sous la forme de prototypes, soit à l'état d'intention. Et donc je vais vous présenter plus spécifiquement quelques-uns qui ont trait, donc comme je vous le disais, je dis à l'eau, mais aux eaux, parce qu'il y a plein de types d'eau, et que j'ai appelé les eaux topiques, qui sont en fait les eaux locales, les eaux, des eaux non industrielles, non normées, et qui peuvent recouvrir par exemple les eaux pluviales, les eaux fluviales, les eaux d'un canal, etc. Je vais commencer avec... je vais vous présenter certains projets de manière chronologique et
pour commencer le premier projet qui s'appelle Topic Eau et qui traite de la gestion des eaux pluviales dans l'espace public. Le point de départ de ce projet, ça a été... en fait, j'étais intéressée par essayer de comprendre comment les réseaux hydrauliques ont été mis en place à Paris au milieu du 19e. Et sous Eugène Belgrand, plus précisément. Et je comprends à ce moment qu'il a été décidé d'opter pour un réseau unitaire. Un réseau unitaire, en fait, certains doivent le savoir, c'est un réseau dans lequel se mélangent les eaux usées et les eaux pluviales. Donc cette solution-là, elle était assez économique à l'époque, sauf qu'au cours du XXe siècle, la consommation d'eau a augmenté. Et puis on s'est retrouvé face à une situation où on a quand même des eaux pluviales qui nécessitent une filtration moins importante et qui viennent augmenter le volume des eaux à traiter. Et donc par rapport à cette situation-là, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de proposer des dispositifs qui vont permettre de tirer parti de ces eaux pluviales sur le lieu même où elles arrivent, où elles tombent. Et donc, j'ai voulu imaginer une fontaine publique qui filtre l'eau de pluie pour la rendre potable. Dans cette intention, il fallait aussi réussir à incarner en fait, cette déconnexion du réseau. Et donc, c'est pour ça que j'ai imaginé un objet qui va se greffer à l'existant, à un arbre, à un lampadaire, par exemple. Donc ici, ça c'était le dessin d'intention. Ensuite, j'ai travaillé sur le développement de cette idée. Donc c'est une fontaine divisée en 4 parties avec un entonnoir dont les dimensions ont été calculées en fonction de la pluviométrie moyenne à Paris, qui va collecter cette eau. Ensuite, cette eau va être stockée dans une poche en élastomère qui aura la capacité de se gonfler pour dire aux citadins si la fontaine peut donner de l'eau ou non. Ensuite, une armoire à filtre. Là, j'utilise un principe de filtration gravitaire assez courant qui permet d'assainir l'eau et ensuite cette eau qui est redistribuée par un robinet en inox et céramique aux passants. Donc, quelques images sur le dispositif installé, en photomontage, ce projet, sur un arbre. En fait, donc ce projet-là, je l'ai imaginé en 2009, fin 2009. C'était d'ailleurs mon projet de diplôme à l'ENSI. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ce projet, il dit aussi les usages possibles de ces eaux que les... Comment dire en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la législation sur l'usage des eaux pluviales a un petit peu évolué en 10 ans, mais à l'époque, il était interdit, même chez soi, d'utiliser ces eaux, ne serait-ce que pour laver son linge, par exemple. Et en fait, ce projet aussi, c'était de dire... les usages, les techniques existent, mais il existe en réalité des lobbies, des freins qui nous empêchent en fait d'utiliser ces eaux, alors même que en fait, quand on regarde le pourcentage d'usage qui nécessite, de l'eau qui nécessite une eau potable, c'est très restreint en fait par rapport à l'ensemble des usages de l'eau qu'on pourrait faire. Donc les eaux non potables sont très intéressantes aussi à développer et voilà. Donc ce projet, c'était le premier projet. J'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à réaliser un prototype, mais ça a été la première pierre de cette recherche. 2 ans après, on m'invite à travailler dans un jardin, qui est le jardin des Cimes en Haute-Savoie, qui est face au Mont Blanc, et qui est géré par une association et une entreprise de réinsertion professionnelle par le travail dans les métiers du paysage. La question, c'était comment alimenter en eau ce jardin. Ce jardin donc, est composé à la fois d'un jardin potager et puis aussi d'un parcours scénographié qui raconte la faune, la flore en montagne.
Et donc j'ai commencé à essayer d'analyser les différents types d'eau disponibles, la neige par exemple, les eaux pluviales. Et puis progressivement, je suis arrivée à cette intention qui était de proposer un micro-réseau local d'irrigation alimenté à l'eau de pluie, et puis aussi d'utiliser la pente du terrain pour acheminer cette eau. Donc le projet est divisé en plusieurs parties. On a un collecteur qui permet de récolter plusieurs centaines de litres d'eau par mois et qui est connecté à un répartiteur, ensuite un tuyau. Le tuyau a une fonction à la fois il permet d'acheminer évidemment l'eau, mais aussi de la stocker. Et ce réseau est connecté à des éléments en grès qui vont redistribuer l'eau sous différentes formes. Donc ce projet, il a été réalisé avec un tout petit budget, avec les personnes de l'association et puis aussi l'atelier de prototypage des temps de 2 secondes de Décathlon qui nous ont offert quelques matériaux. Donc l'élément que vous voyez à gauche, là, le grand entonnoir, fait 3 mètres de diamètre et il est réalisé en fibre de verre et puis textile. On a ensuite ce tuyau qui va avoir des interfaces. En gros, ici est connecté à un pommeau pour alimenter les semis en eau avec une pluie plus légère. Une des interfaces aussi de ce réseau, c'est ce petit bassin qui est à proximité d'un jardin pédagogique et qui permet aussi là, c'était un temps un peu de médiation avec des collégiens d'un collège qui était juste à côté pour leur parler de l'eau de pluie, de la récupération, voilà. Et puis en dernière partie, ce sont donc des éléments qui vont permettre, qui se plantent dans le sol et qui vont permettre de diffuser l'eau de manière plus homogène pour d'autres types de plantes comme du maïs ou des courges. Donc ce projet a été finalement l'occasion d'essayer de tester dans un lieu in situ un dispositif, et vous verrez que le chemin est long, mais en fait moi ce qui m'intéresse, c'est de tendre de plus en plus vers des installations qui puissent être utilisées, qui puissent être installées dans l'espace public, et donc au départ, quand on sort de l'école, vous êtes pour la plupart encore étudiants, on recherche souvent parfois les moyens qu'on avait à l'école pour essayer de prototyper, développer des idées. Et donc voilà, donc ça retrace aussi un peu ça. En 2014, autre contexte, on m'invite à répondre à participer à une exposition en réalité au domaine de Chamarande. Le domaine de Chamarande, j'imagine que la plupart connaissent. C'est un domaine donc, qui est en Essonne et qui fait à peu près 90 hectares, qui abrite, qui est un très beau domaine avec un château du 18e, avec le fonds d'art contemporain départemental. Et puis, chaque année, ils organisaient des expositions qui font dialoguer art et environnement, création et environnement. D'ailleurs, Coal s'est occupé de cette direction artistique pendant quelques années. Bref, à cette époque, donc on me propose en fait d'imaginer une installation, et puis je vais commencer à essayer de comprendre le lieu, ses spécificités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de travailler à partir de contextes précis, en fait, et puis surtout de faire émerger ses qualités, ses spécificités pour imaginer vraiment une installation spécifique. Et donc, je propose alors je l'ai appelé un topic insecte, qui est une petite fabrique potagère qui va rejouer à échelle réduite ce qui peut se produire spontanément dans la nature. Plus de 80% des cultures potagères dépendent des insectes pollinisateurs. Et ce qui m'intéressait ici, c'était d'essayer de faire ce lien entre les visiteurs, les insectes pollinisateurs et puis le canal. Puisque ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que le domaine de Chamarande a une histoire assez intéressante par rapport à l'eau, avec différents types de dispositifs
dispositifs hydrauliques comme des pierrets, il y a un canal, un étang. Et je voulais essayer d'utiliser finalement l'exposition comme un moyen de faire comprendre des relations d'interdépendance entre ces éléments-là. Donc Topic Insect, en fait, justement, c'est une installation qui va rendre visible des relations réciproques entre les humains, les visiteurs du parc et les insectes. Donc je vais vous montrer un peu la manière dont ce projet a pris forme. Donc là, ici, c'était le canal. Les visiteurs étaient invités à pomper l'eau du canal pour l'amener dans une citerne qui était utilisée par les jardiniers en fait, du domaine, qui ouvraient ce robinet. L'eau s'écoulait dans cette rigole en bambou et l'eau était acheminée jusqu'à une butte potagère qui était plantée de plantes complices qui s'appellent les trois sœurs, haricots, maïs, courge. Ces plantes complices en fait s'entraident. Donc, par exemple, le maïs va servir de tuteur aux haricots, les haricots vont donner de l'azote au sol pour améliorer la culture des courges, etc., etc. Et autour de cette butte potagère, on avait des plantes qui avaient été choisies pour, en fait, une sorte de prairie fleurie. Les plantes avaient été choisies pour attirer en retour les insectes pollinisateurs pour protéger les cultures. Donc là, le projet était... voilà, ça c'était plutôt au mois de juin. Et en complément, j'avais aussi essayé de créer un lien entre cette installation et un dispositif de recherche qui s'appelle, encore aujourd'hui, qui s'appelle SPIPOL, qui est un dispositif qui est mis en place par le Muséum d'histoire naturelle et qui a pour objectif en fait d'alimenter une base de données sur les insectes pollinisateurs en France. Donc le principe est très simple, chacun peut y participer, il suffit de prendre en photo un insecte sur une fleur, voilà. On l'envoie à la base de données et ça va permettre à des chercheurs de créer des cartographies par exemple d'insectes en France. Donc là on était plutôt sur voilà, l'eau du canal. Je passe à un autre... sans transition, ouais, un autre projet, Topic Ciel, qui a trait aussi aux eaux pluviales. En fait, par rapport au premier projet que je vous avais présenté sur cette fontaine d'eau de pluie filtrée, j'ai beaucoup essayé de la réaliser, cette fontaine, et puis je me suis toujours confrontée à ce problème de législation qui ne permettait pas en fait réellement d'aboutir ce projet. Et je me suis dit à ce moment-là, peut-être que pour introduire l'usage des eaux pluviales en ville, peut-être qu'il faut l'adresser d'une autre manière et l'adresser de manière moins frontale. Je veux dire... ne pas aller directement à proposer de boire l'eau, mais peut-être l'utiliser de manière plus contemplative. Et donc, dans le cadre d'un appel à projet qui était organisé en 2013 par Lille Design, qui est une structure de promotion du design à l'échelle de Lille Métropole, je propose ce dispositif donc, qui s'appelle Topic Ciel, donc qui a un miroir de ciel alimenté à l'eau de pluie. Le sujet à l'époque, c'était comment faire une pause en ville. Et puis, je me suis demandé, est-ce que finalement, faire une pause en ville, c'est pas le moment de contempler différemment cette ressource. Donc, le projet a été choisi. Et puis, j'ai pu aller plus avant dans le prototypage de ce projet. Donc pour vous expliquer, on a une première partie à droite qui collecte l'eau. L'eau est ensuite acheminée par ce tuyau bleu et ensuite l'eau se répand il y a une vanne, l'eau se répand sur cette surface noire qui est hydrophobe et qui va créer des flaques pour refléter le ciel. Autour, on a deux assises, voilà, pour justement peut-être percevoir différemment cette eau. Dans les topics, en fait, c'est vrai qu'il y a certains dispositifs qui sont plus contemplatifs et puis d'autres plus utilitaires. Et ça, c'est
projet, d'ailleurs, je vais vous parler peut-être le projet qui est le plus important pour moi, j'ai l'impression, dans cette recherche, qui est un des derniers projets, et qui propose des dispositifs avec des fonctions et de manière plus utilitaire, de manière plus évidente. Et ce projet s'appelle Topic eau non potable. Topic eau non potable, pourquoi ? En fait, il est lié au réseau d'eau non potable de Paris. En fait, au milieu du 19e siècle, donc je vous ai parlé du réseau d'eau usée, mais Paris a mis en place deux types de réseaux d'eau, un réseau d'eau potable et un réseau d'eau non potable. Et c'est vraiment une spécificité, en tout cas, de la ville. Sur ce projet, sur ce sujet, je voulais y travailler d'ailleurs depuis longtemps, et puis il a fallu attendre c'est grâce en fait à un programme de mécénat culturel qui s'appelle Audit Talents que j'ai pu développer ce projet. Et donc c'était en 2015-2016. Je vous parlais de ces deux réseaux, et ce deuxième réseau d'eau non potable, il tire son eau donc du canal de l'Ourcq et de la Seine. Et dès l'origine, il était utilisé pour alimenter en eau certains espaces verts et puis nettoyer la voirie. Il y a des études qui ont été faites par la Pure et qui sont d'ailleurs disponibles en ligne très facilement, qui ont été réalisées par rapport au devenir de ce réseau. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on a un réseau en fait, qui a été peu rénové. Pendant plus de 30 ans, il a été menacé d'abandon. La preuve en est d'ailleurs que c'est assez drôle, dans le quartier BNF par exemple, qui est un des quartiers les plus récents, il y a des bouches qui ont été installées, mais en fait elles n'ont jamais été connectées. Donc en fait c'est des camions qui viennent nettoyer les rues. Et ce réseau, donc, il est aujourd'hui majoritairement utilisé par les services de la ville. Sauf qu'en réalité, par rapport aux usages de l'eau non potable, en fait, on pourrait étendre l'utilisation de ce réseau. Et d'ailleurs, c'est ce que les études de la Pure disent, c'est qu'en fait, pour atteindre aussi un équilibre économique, il faudrait consommer plus d'eau. Et donc, ça veut dire identifier de nouveaux usages, mais aussi de nouveaux usagers. Et j'ai trouvé, en fait, ce sujet assez passionnant. Et donc, j'ai essayé de développer de nouveaux usages de cette eau non potable. Donc, peut-être, oui, quelques mots sur ce réseau. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit, il vient du canal de l'Ourcq, de la Seine. Elle est ensuite acheminée vers 3 usines de dégrillage. Donc, c'est l'usine de la Villette, Austerlitz, Auteuil. Et ensuite, elle va rejoindre les caniveaux et certains espaces verts. Enfin, il y a encore beaucoup d'espaces verts qui sont alimentés en eau potable. Et donc, ces usines de dégrillage, pour vous expliquer le fonctionnement, c'est très simple. Donc, cette eau, elle n'est pas du tout traitée. Elle passe juste à travers des grilles de 3 mm pour enlever les matières en suspension. Mais il reste parfois du sable, et d'ailleurs on retrouve du sable, je ne sais pas si vous avez eu l'expérience de ça, on retrouve du sable parfois dans les caniveaux à Paris, et en fait c'est l'eau de la Seine en fait. Enfin c'est le sable de la Seine. Donc par rapport à ce contexte-là, j'ai travaillé sur 3 contextes d'usage pour cette eau. Premièrement, utiliser cette eau dans les jardins partagés par exemple, en essayant de répondre à une fonction d'irrigation. Au milieu, utiliser cette eau dans les parties communes pour les nettoyer. Et puis enfin, pour rafraîchir les espaces publics. Donc le premier projet, donc, c'est un bassin de phytoépuration qui est composé de 2 parties. Donc là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu travailler avec un bureau d'études et travailler sur une solution à petite échelle de phytoépuration, parce que la plupart du temps, c'est quand même sur des grandes surfaces. L'eau donc passe à travers cette pouzzolane, toute cette végétation, et ensuite rejoint un second bassin où attendent des chantepleurs. Alors les chantepleurs, je passe là. Ouais, un peu là. Une chantepleur, c'est en fait l'ancêtre de l'arrosoir, on la date à peu près au Moyen-Âge, plutôt en Bourgogne. Et c'était un objet qui était fait en terre cuite.
Et pourquoi chante pleure? Parce qu'elle chante, donc c'est du féminin, elle chante lorsqu'elle se remplit et elle pleure lorsqu'elle se vide. Et quand j'ai découvert cet objet-là, ce qui m'a tout de suite intéressée, c'était le fait qu'il se remplissait par le dessous, en fait, par le fond. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique de tous les projets sur l'eau non potable. Tous ces projets, en fait, tous ces objets se remplissent par le fond pour dire bien que c'est pas une eau qu'on porte à la bouche, mais c'est une eau qui vient du fond, qui vient de la Seine, en fait. Donc en fait, on a redessiné ces arrosoirs, mais cette fois-ci en plastique rotomoulé, pour aussi offrir proposer un objet plus léger, plus résistant en extérieur, et puis qui puisse être utilisé par tout public, des enfants, des personnes âgées, voilà. Donc le principe, oui, je vous le dis peut-être, c'est un objet donc, qui est percé, il y a et qui est vide, qui est rotomoulé, un trou sur la partie supérieure. Quand vous immergez l'objet, l'eau monte, ça fonctionne comme une paille en fait quelque part. Et donc quand vous bouchez la sortie d'air, l'eau ne sort pas, et quand vous l'ouvrez, l'arrosoir coule. Donc vous pouvez arroser une plante avec votre pouce. Deuxième projet concerne les parties communes d'immeubles. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que n'importe quelle copropriété à Paris peut demander un raccordement à ce réseau aujourd'hui. Sauf qu'en fait, personne ne le sait. Et puis, il n'y a pas vraiment d'objet qui va permettre de redistribuer cette eau. Parce qu'on pourrait très bien mettre un robinet, mais un robinet ça va toujours être le risque de confusion entre une eau à boire, justement, et puis avec une eau à boire. Et donc ici, on a imaginé une borne de nettoyage qui fonctionne aussi par le dessous. En fait, on a un fût en béton et un seau qui est percé. On a une pédale donc, qui permet d'ouvrir la vanne. L'eau monte et par un système technique qui nous a demandé beaucoup de travail, le seau se remplit, et quand on porte le seau, en fait, le seau ne fuit pas. Pour l'anecdote, d'ailleurs, ce qui nous a inspiré, c'était je ne sais pas si vous voyez, des gobelets dans les bars qui se remplissent par le dessous, en fait, avec un électroaimant. Sauf que là, on voulait le faire, mais sans électricité. Donc, ça a été un peu pas mal d'expérimentation. Voilà. Et puis, le troisième projet qui, lui, traite de la montée en température en ville. On annonce donc d'ici la fin du XXIe siècle une augmentation des températures quotidiennes de 2 à 4 degrés, avec aussi des fortes différences entre le centre de Paris, le centre d'une ville comme Paris, et puis même la proche banlieue. Et par rapport à ces enjeux-là de réchauffement climatique, la ville de Paris a quand même cette infrastructure qui serait assez intéressante par rapport à ce problème. Et donc, j'ai imaginé, en fait, de la même manière qu'il existe des bouches de lavage ou des bouches d'arrosage, on pourrait imaginer des bouches de rafraîchissement qui pourraient permettre de rafraîchir l'air ambiant à partir de l'évaporation de l'eau. Puisqu'en fait, donc, cette eau non potable donc, est assimilée eau pluviale, et en tout cas, il faut toujours qu'elle reste au sol. En fait, il ne faut pas qu'il y ait d'aspersion par rapport à l'usage. Le principe, il est assez simple de cette bouche de rafraîchissement. En période de forte chaleur, en été, la vanne est ouverte, enfin s'ouvre, soit c'est par les agents, soit par une application. La vanne, donc la cuve se remplit. L'eau en fait se répand sur une matière minérale et poreuse, et qui fait que comme on augmente la surface de contact entre l'eau et l'air, on va participer au rafraîchissement de l'air ambiant. Alors, cette rue, ça a été en fait le lieu d'expérimentation de ce projet, mais à plus grande échelle, puisqu'en fait, il y a 2 ans, grâce au concours Fair Design organisé par le pavillon de l'Arsenal, le projet est sélectionné pour être expérimenté.
Et par chance, on est mis en relation avec un projet dans le 20e arrondissement, un projet de réaménagement d'une rue, donc la rue Blanchard, à côté de la porte de Montreuil. Et donc, depuis 2 ans, donc bon, là c'est quasiment terminé, on a travaillé à la mise en place de ce dispositif. Donc là, je vous montre la première version de ce dispositif de rafraîchissement aérosène qui là fait une surface de 21 mètres carrés avec 3 bouches trois grilles, 3 sorties. Et ici, donc en période de forte chaleur, on a des vannes en fait qui s'ouvrent sur une plage horaire donnée. Donc par exemple là, c'était de 11h à 17h, et l'eau va se répandre sur cette surface poreuse. Voilà quelques images. On a été confronté, donc ça c'était la première version en 2019, je ne sais plus. Et en fait, à cause de problèmes d'algues, et de planéité, on a dû travailler sur une seconde version qui là est avec un motif plus sobre aussi, associé à des marquages au sol pour les enfants du quartier. L'enjeu, c'était aussi de travailler sur l'intégration en fait d'un dispositif comme ça, qui est expérimental, d'ailleurs dont les habitants n'étaient pas trop forcément au courant du fonctionnement. Donc voilà, il y a eu tout un travail aussi de médiation qui a accompagné ce projet. Quelques mots peut-être aussi sur la prise de température. En fait, donc c'est un dispositif. La réalisation de ce dispositif a été accompagnée par des prises de température de chercheurs du service de la DPE, la Direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que alors là, les prises de température ont été faites de manière mobile. En fait, pour réussir à atteindre en fait un delta de température et aboutir à une réponse sur le rafraîchissement, en fait, finalement, on se rend compte qu'on est un peu en fait, les chercheurs sont obligés d'inventer un facteur correcteur pour l'appliquer au delta de température. Donc voilà, on est un peu aussi parfois aux limites un peu de ce qui peut exister aujourd'hui dans la mesure de l'efficience de certains dispositifs. Pour finir cette présentation, je voulais partager avec vous peut-être un outil de recherche que j'utilise dans la plupart de mes projets. En fait, à travers ces topics, donc j'essaie de travailler à partir de contextes spécifiques, à partir des spécificités des eaux, d'histoires de lieux, d'en proposer de nouveaux usages. Et ça implique en fait à chaque fois d'essayer d'en comprendre un aspect technique, donc à la fois les principes aérodynamiques des dispositifs, la manière dont certains dispositifs hydrauliques peuvent fonctionner, les matériaux, leur composition, les process, et puis en même temps, en parallèle, d'impliquer un aspect plus sensible, c'est-à-dire les imaginaires liés à l'eau, les couleurs, des textures, des histoires, on parlait de contes, enfin, vous parliez de contes au début. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'essayer d'embrasser de front ces deux dimensions, et de ne pas faire passer la technique, en tout cas dans un premier temps, et après de me dire mais quelle forme ça prend, quelle histoire ça raconte, mais vraiment de travailler de front ces dimensions-là. Et donc ce que vous voyez là, j'appelle ça un mur de recherche en fait. J'utilise des formats A3. Au début, mon mur de recherche est tout petit en fait. Je prends un format A3, j'en rajoute au fur et à mesure du projet. Et puis je vais y mettre à la fois des éléments d'analyse, des éléments techniques, des extraits de texte, des éléments liés à l'analyse en fait du projet et un aspect technique, et puis des éléments plus sensibles. Ça va être donc des textures, des couleurs, des histoires, et en fait, au fur et à mesure, je vais faire des liens entre ces différents éléments. Et puis, la plupart du temps, en fait, y a des récurrences qui émergent, et c'est sur ça que je m'appuie pour
pour consolider, pour synthétiser un projet. Et donc, la plupart du temps, de ce travail-là naît en général un dessin. Ce que je vous ai montré... Ah, il manque une slide. Dommage. Ah si. Ces dessins que je vous ai montrés au début, qui sont en fait vraiment la première matérialisation de ces intentions de projet. Et moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup. J'imagine que, enfin voilà, chacun a aussi ses outils de recherche et de matérialisation, mais de matérialiser très rapidement ses idées, ça permet aussi d'y croire parfois, quand parfois voilà, et aussi de convaincre, puisque ces images, ces dessins me servent parfois à répondre à des appels à projets ou à convaincre de la pertinence de telle ou telle proposition. Voilà pour ces topics. J'espère pour le concours, on aura d'aussi beaux dessins. Bonjour à tous, excusez-moi d'abord d'être absent du fait de cette crise sanitaire. Les calendriers, les agendas ont été bousculés, beaucoup d'événements donc reportés, tout se compacte en cette rentrée, donc justement une impossibilité d'être présent avec vous, je vous prie de m'en excuser. Je voudrais parler de Lucy Horta, donc toujours sur cette question je crois, de l'eau pour le concours. Donc, une artiste anglaise née en 1966 à Royal Sutton Coldfield, donc, qui va étudier à la Trent University de Nottingham, et qui, dès les années 90, donc encore jeune, déjà très active, va se spécialiser dans ce qu'on appelle la création concerned, préoccupée, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire pour elle la question centrale, ça sera la fragilité humaine. Alors, précision, elle travaille seule, elle travaille aussi beaucoup avec son compagnon, l'artiste argentin Jorge Horta, donc. Ils se sont installés à Paris depuis le tout début des années 1990, et ce qui est très important, parce que c'est en corrélation avec ce qui va suivre, donc c'est le fait qu'ils aient créé une unité de production artistique dans la Brie. Ils ont racheté d'anciens moulins, donc, et ils en ont fait un lieu de travail, de stockage, de production, et une résidence aussi d'artistes, donc pour donner cours à un concept ici qui est celui de l'art qu'on va appeler l'art utile, le useful art, comme on en parle depuis les années, on va dire 1980-90 surtout. Donc, c'est-à-dire non pas tant un art qui est voué à être exposé comme un bel objet sensible, qu'à agir comme un déclencheur, généralement un déclencheur d'engagement. Alors, les premiers engagements de Lucy Horta elles se manifestent à travers un art qu'on peut appeler un art du textile, avec un recyclage de vêtements, de sacs de couchage, de tentes du commerce, de façon à en faire ce qu'elle va appeler une body architecture, une architecture du corps, mais de survie, sous l'espèce de ce qu'elle appelle des refuge wears, des vêtements refuges. Alors il faut imaginer des gens habillés avec des tentes, des gens, donc plusieurs personnes dans des ensembles collectifs qui les maintiennent ensemble, de façon solidaire, etc. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que ces artefacts assez singuliers ont vocation à être portés dans l'espace public, et ils le seront, puisqu'ils seront bien souvent donnés à des SDF, des migrants, et en général tous les gens qui souffrent d'exclusion, avec cette idée d'appuyer sur la nécessité de l'entraide, sur ce qu'on appelle les politiques de solidarité. Parmi les sujets de préoccupation de Lucy Horta, on relèvera en particulier la question de l'eau. Alors essentiellement l'eau potable, l'eau des paysages aussi, fait un travail à Marseille notamment, mais l'eau potable notamment puisque c'est la question de la ressource ici qui est posée, une ressource de plus en plus rare, précieuse évidemment à mesure que s'accroît la population mondiale, sur fond actuellement, enfin depuis longtemps d'ailleurs, de réchauffement climatique. Alors c'est intéressant parce que dans le cadre de son travail, c'est relié à des questions comme l'alimentation, très très importante, donc la biodiversité aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire sur notamment tous ces repas collectifs avec des denrées rares et précieuses de la nature qui ont été organisées de part en part du monde, mais ce n'est pas notre sujet principal. Alors en ce qui concerne l'eau, la question de l'eau, je vais retenir deux exemples de travaux de Lucy Horta, donc dans le cadre du studio Horta, donc
de l'abri, donc Drinkwater, qui a été initié en 2006 à Venise, justement dans une fondation qui est située sur la place Saint-Marc, qui s'appelle la fondation Bevilacqua, littéralement en italien ça veut dire boileau, Bevilacqua, donc, qui a été continuée en Hollande, à Rotterdam, au musée Boijmans van Beuningen. Alors ça c'est la première donnée dont je parlerai. La seconde c'est un atelier qui s'appelle l'atelier Clouds, nuages, donc mené en 2011 avec les étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. L'eau, bon, bien commun, ressource essentielle évidemment pour l'humanité, pour sa survie, qui conviendrait de retirer de la liste des produits commercialisables, en particulier à l'heure où les réserves d'eau douce s'épuisent. Donc une question cruciale. Alors justement on s'interroge comment l'exploiter à bas coût, de manière équitable, de manière durable, comment aussi la distribuer, puis comment sensibiliser à sa raréfaction les populations, à commencer par les nôtres, qui, dans les pays nantis, qui la gaspillent bien souvent. Alors, l'opération Drinkwater, justement, donc, dans le cadre de la Biennale, du off de la Biennale de Venise 2006, donc, en plein cœur de la lagune, va donner le ton d'une campagne à la fois artistique, de biodesign et intellectuelle. Lucy Horta, le studio Horta, crée des outils divers avec des matériaux très très peu coûteux, qu'on peut trouver partout, dans les magasins de bricolage, les outils de filtration, de transport, de distribution de l'eau, une sorte d'arsenal, on va dire, à bas coût, low cost, qui est à la fois plastiquement attractif, c'est ça qui est intéressant, c'est très beau, ce sont des sculptures en fait, mais il est absolument utilisable. Et il l'est en plus, d'autant plus que les plans sont distribués en open source, comme on dit, gratuitement, tandis que l'opération Drinkwater n'est pas seulement une opération, on pourrait dire, d'art plastique, mais conceptuelle, dans la mesure où bon, vous avez différents colloques qui sont organisés avec des spécialistes dans le cadre de cette opération. Voilà. Alors, deuxième exemple, c'est l'opération Clouds. Donc, alors cette fois, le recyclage est le thème principal. Elle est inspirée à Lucy Horta par notamment les fameux recycleurs du Caire, donc de la ville du Caire, les Abaléens, donc, qui vivent sur cette extraordinaire montagne d'ordures urbaines de Mokattam, donc près des pyramides, et également par le 7e continent de plastique, qu'on a découvert dans les années 1950, une sorte de grande île océanique de déchets qui se décomposent en gire, comme vous le savez. Bon. Alors, Lucy Horta a été invitée dans le cadre d'un atelier art et technique de l'école d'architecture de Versailles, et elle va mettre en place un atelier de co-création, parce que c'est une donnée qui l'intéresse beaucoup, création donc solidaire, on va dire, pas seulement enseignée, mais partagée aussi, en faisant les choses ensemble. Et elle va réaliser ils vont réaliser un ensemble de sculptures qui s'assimilent, quand on les regarde, à des cumulus, des nuages comme ça. Donc, alors en fait, il s'agit de bouteilles de plastique récupérées qui vont être prises dans une résine qui en unifie la forme, et elles vont être ensuite suspendues dans l'air, fichées sur des mâts élévateurs ou autre. Donc il y a une sorte de mode poétique comme ça qui suggère que au fond, au-delà de l'esthétique, la bouteille de plastique recyclée pourrait être le vecteur d'une nouvelle relation à l'atmosphère terrestre, qui gère, comme vous savez, l'évapotranspiration et le cycle des pluies. Donc il y a les idées ici de récupération, de transformation, de réemploi, de 3 concepts majeurs de cette réalisation, donc qui sont aujourd'hui des concepts majeurs tout court, on pourrait dire, de la question du développement durable. Donc, qui incite à repenser nos systèmes de référence en matière environnementale, et aussi au regard de ce que peut être une œuvre d'art, c'est-à-dire un objet pour le sensible, mais plus que ça, peut-être une sorte, ce que j'appellerais un mot un peu intellectuel, peut-être une expression, un activateur de positivité, c'est-à-dire activer ce qu'il y a en nous peut-être de bon, de portée, la question du soin, du care. Alors, voilà, donc, un travail d'essence, comme on dit, contextuel, pour Drinkwater, pour Clouds, et plus largement d'ailleurs dans son travail. Lucy Horta corrèle toujours sa réflexion d'artiste aux problèmes contemporains, et en particulier, on l'a cité, le problème du soin, du care, l'éthique de la sollicitude. Elle était très très en avant donc de ce point de vue-là en tant qu'artiste. On vit dans un monde vulnérable, là, je cite la philosophe américaine Joan Tronto, et on pourrait dire que de ce point de vue-là, Lucy Horta, en tant qu'artiste activiste, a vraiment pris position. On pourrait dire qu'elle a pris position là où le monde souffre,
avec un objectif, réduire cette souffrance, ne pas la laisser infuser et croître sans contrepartie. Donc d'où l'idée d'une artiste humaniste. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, moi, je vais parler de questions assez techniques en réalité. Je me présente juste au départ. Donc, ça, je présente juste les 3 derniers livres là, qu'on a sortis. Si vous voulez aller plus en profondeur dedans. Le jardin météorologique est très précis par rapport au grand projet à Taïwan qu'on a fait. Météorologie des sentiments. Alors là, c'est un ouvrage très facile à lire et très agréable, d'après ce qu'on m'a dit. Et puis, ça va sortir la semaine prochaine. C'est un recueil de textes que j'ai écrits depuis à peu près 10 ans, qui sont recueillis dedans sur des questions de l'architecture, du climat. J'aimerais juste... alors, ce qui est un peu compliqué pour vous, c'est que finalement, dans le concours, il y a 2 thèmes. Il y a le thème du climat, qui est énoncé au départ, et puis le thème de l'eau. Donc, il y a un peu ces deux rencontres qui sont là. Alors, j'ai sélectionné des projets qui, effectivement, travaillent sur cette rencontre. J'aimerais juste rappeler, par rapport au réchauffement climatique, des choses que vous connaissez qui sont très simples, mais parfois on ne les connaît pas forcément. Donc, il y a le réchauffement climatique, c'est les températures qui augmentent, on les voit ici. En parallèle, on peut mettre en relation l'augmentation du CO2. Et en fait, en 1855, un scientifique anglais avait constaté que certains gaz étaient plus ou moins transparents. Enfin, par exemple, le CO2 ou l'oxygène, il est transparent puisqu'on arrive à se voir là. Mais en réalité, il est opaque dans les infrarouges. C'est-à-dire, on va voir ça. Et donc, cette opacité-là, elle est liée, elle est responsable du réchauffement climatique. Donc, ce qui se passe, c'est que normalement, il y a le soleil qui tape, ça chauffe la Terre, et comme ça chauffe, ça émet des infrarouges. Et quand il n'y a pas de CO2, les infrarouges ressortent, et quand il y a du CO2 dans l'atmosphère, plus il y a du CO2, puisqu'ils sont opaques aux infrarouges, ça bloque ça et ça conduit au réchauffement climatique. Là, on voit juste un peu ces gaz à effet de serre. Bon, là, ici, c'est la ligne en haut de l'atmosphère, quand le soleil arrive. Ça, c'est en bas de l'atmosphère. On voit qu'il y a une grande partie qui a déjà été absorbée quand ça touche la Terre, notamment tous les ultraviolets qui sont là, heureusement, qui sont absorbés par l'atmosphère, là, par l'ozone, l'O3, qui absorbe ça. Et puis, bon, il y a d'autres gaz qui absorbent, qui diminuent dans certaines longueurs d'onde les choses. Par exemple, en réalité, on voit que là, on est dans les ultraviolets. Ici, c'est le bleu. En fait, en haut de l'atmosphère, il fait beaucoup plus bleu qu'en bas à la plage, parce qu'il y a une grande partie du bleu qui est absorbée. Bon. Ça, c'est les infrarouges qui sont réémis par la Terre, en fait, durant la nuit, quand il n'y a pas de... Et ça, c'est le spectre d'absorption du CO2. Et quand on met les deux ensemble, en fait, ça fait le réchauffement climatique, donc ça fait ça. Donc, maintenant, si on regarde qui émet du CO2, on sait que c'est l'homme qui émet ce CO2 depuis la révolution industrielle, avec les énergies fossiles, en brûlant du carbone, et on voit que 36%, ici on le voit ici, 39% au niveau global est émis par les bâtiments. Donc, en fait, les architectes sont première ligne pour combattre le réchauffement climatique. C'est pour ça que c'est une chose importante pour nous. Donc on brûle des énergies fossiles, ça met du CO2 et ça bloque ça. Et puis dans le futur, on devrait arriver à ça où on n'a plus d'énergie fossile. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transition énergétique. Mais c'est un peu compliqué à la mettre en place parce qu'aujourd'hui, en fait, on utilise encore 85% de l'énergie qu'on utilise vient des énergies fossiles. Seulement 15% n'émet pas de CO2 et on devrait tout transformer, toute l'économie, tous nos modes de fonctionnement là-dedans. Et c'est un peu compliqué, un peu long, bien qu'on pourrait certainement aller plus rapidement. Alors, dans un premier temps, comme on utilise 85% d'énergie, comme l'énergie pour 85% provient
des hydrocarbures qui produisent en brûlant du CO2, en fait, la première chose à faire, c'est de réduire la consommation d'énergie pour diminuer moins, pour au final... donc ça, c'est toutes ces mesures qui ont été mises au point à la fin des années 1990 en Allemagne ou en Suisse avec les programmes Passive House Minergie, qui sont d'isoler très fortement le bâtiment, de mettre une couche imperméable à l'air pour pas que le froid rentre librement ou le chaud parte comme ça. Puis ensuite de trouver un système, parce qu'à chaque fois qu'on ventile, et c'est là-dessus que je vais présenter quelques projets, à chaque fois qu'on ventile, en fait, c'est-à-dire que si en plein hiver vous ouvrez une fenêtre, vous allez faire rentrer peut-être une gigantesque quantité d'air froid que vous allez devoir réchauffer à nouveau et perdre de nouveau de l'énergie. Donc en fait, les programmes Minergie Passive House préconisaient de contrôler la quantité d'air neuf qu'on met en fonction du nombre de personnes qu'il y a dedans, en fonction de l'activité, pour ne pas devoir réchauffer trop d'air alors qu'on n'en avait pas besoin de renouveler autant. Donc ça, c'est les mesures, donc c'est ça pour faire des... Et l'isolation thermique, elle est à peu près de 25 cm. Alors, si on regarde si on revient sur la question de la ventilation, en fait, pourquoi on a besoin de ventiler un bâtiment? Pourquoi on a besoin de changer l'air? En fait, la première raison, c'est l'humidité. La deuxième raison, c'est peut-être les mauvaises odeurs. Et la troisième raison, ça serait de remettre de l'oxygène dedans. Mais la première raison, c'est en fait parce qu'à chaque fois qu'on respire ou qu'on prend une douche ou qu'on met de la vapeur d'eau, comme ça, dans l'air. Et en fait, selon la température, par exemple, si il fait 20 degrés à l'intérieur de la maison, à chaque fois qu'on va souffler, on va remettre de la vapeur d'eau, et puis à un moment, on arrive à la courbe de saturation, et là, ça se transforme en pluie ou en moisissure, en condensation. Donc, c'est ce qui se passe, en fait, quand on a un bâtiment, par exemple, pas isolé. En fait, il fait froid, le mur est froid, et là, donc, c'est froid. Et quand l'air qui est chargé d'humidité, il baisse en température, c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que si, par exemple, on est à 20 degrés, et qu'on a ça, disons qu'on a 80% d'humidité dans l'air, si on baisse la température, là, on passe là, tac, on voit qu'on va rentrer sur la courbe de saturation ici. C'est-à-dire que parce que en fait, l'air froid accepte moins de vapeur d'eau que l'air chaud. Et donc c'est ce qui se passe ici, ça arrive là et ça se met à condenser là, comme ça. Tandis que si c'est isolé, si le mur reste chaud, en fait il n'y a pas de condensation dans le bâtiment. Donc ensuite il y a un autre système, c'est une autre relation à ça, c'est on prend l'air extérieur, on le met dans une pièce, et puis après, il se balade, et on le reprend, et puis on proposait, il y a des systèmes double flux avec récupération de chaleur qui sont là. Et le principe, c'est d'envoyer l'air neuf dans les pièces les plus sèches, et progressivement, ça passe dans les pièces humides, et c'est dans les pièces humides qu'on rattrape, qu'on reprend ça, et que ça repart dehors. Donc là, on voit juste les sources de chaleur qui, soit c'est à 100%, ça fait la condensation, et puis ça fait l'apparition de moisissures. Les moisissures sont elles-mêmes toxiques, en fait, à respirer. Et puis alors, donc le système de ventilation, c'est comme ça, donc l'air frais qui passe dans les chambres, parce que quand on dort, on n'émet pas beaucoup de vapeur d'eau. Ça passe dans le salon parce qu'il y a un peu plus peut-être de vapeur d'eau, un peu plus de monde. Et puis après, ça finit dans les cuisines, dans tous ces endroits-là où il y a beaucoup plus de vapeur d'eau produite. Et en fait, on comprend qu'il y a une sorte de vent qui existe à travers la maison. Ça, c'est plutôt intéressant aussi, puisque on se pense toujours que le vent est seulement dans le monde naturel. En réalité, il y a toujours des vents, et on construit des vents à l'intérieur de la maison qui passent comme ça, à travers le. Et alors, donc voilà, on souffle, et puis après c'est repris comme ça dans les parties les plus humides. C'est ça le système. Voilà, l'air neuf qui arrive, qui traverse, qui passe dans les moins humides, et ça est repris dans les plus humides, et là ça passe. Et ça passe dans un double flux avec un échangeur de chaleur, donc il n'y a pas d'échange chimique entre les deux, l'air qui rentre et l'air qui sort. Il y a un échange thermique à travers des plaques d'aluminium comme ça qui
qui font ça. Et donc, je vous présente quelques projets parce que, en fait, dans mon travail, il y a toutes ces réalités-là qui ne sont pas les miennes. Hein, c'est des principes qui avaient été développés par des programmes, justement, Minergie, Passive House. En fait, le principe, cette nouvelle réalité liée au réchauffement climatique, en fait, moi, assez rapidement, j'ai dit qu'il ne fallait pas se battre contre, il fallait se dire que c'était la nouvelle réalité et essayer de voir cette réalité-là, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Un peu comme quand le béton armé est arrivé, les premiers architectes ils se sont battus contre le béton armé pour faire semblant que c'était toujours de la pierre, donc en cachant le béton armé derrière la pierre. Et puis ensuite, les architectes, à partir des années 20, ils ont accepté le béton armé, ils ont vu qu'on pouvait faire des grandes baies vitrées, qu'on pouvait faire le plan libre, qu'on pouvait faire des coques, donc tout un autre langage qui est né en acceptant ces nouvelles contraintes matérielles qui arrivaient. Donc moi j'ai fait finalement un peu la même chose, j'ai pris toutes ces contraintes techniques du bâtiment, de la convection, des questions liées à la réduction de l'énergie et à des questions de matériaux, de ventilation, de chauffage dans le bâtiment. Et j'ai commencé à travailler avec ça. Donc un premier projet sur l'évaporation, donc tous les projets que je monte sont liés à l'eau. Donc ça c'est le système double flux que je vous montrais tout à l'heure. Donc avec ce principe-là, donc comme une personne qui dort produit 40 grammes en respirant doucement, personne normale produit 150 grammes par heure. Si on fait bouillir de l'eau, on fait 500 grammes, et puis si on prend une douche, 800 grammes, comme ça. Et donc, ça fait que, effectivement, ce vent passe des pièces les plus secs aux pièces un peu plus humides et encore plus humides, et ça repart. Et on comprend aussi que le vent, il doit être dans ce sens-là. On ne va pas mettre une entrée d'air neuf ici, parce que sinon on aura toutes les odeurs de cuisine qui vont revenir comme ça, ni dans la salle de bain, sinon on aura l'odeur du produit de douche qui va revenir dans toute la maison. Donc c'est bien dans ce sens-là que ça tourne, quoi. Donc à partir de là, on a fait plusieurs projets. Un projet qu'on a de logement en Allemagne qui partait sur ce principe-là. On se dit, ça c'est la gaine, on va souffler l'air neuf et on le reprend ici. Et donc, en fait, toute la maison devient la gaine de ventilation. On se dit, finalement, aujourd'hui, dans ce système double flux de ventilation, en réalité, la maison, ce n'est rien d'autre qu'une gaine de ventilation. En fait, on habite l'intérieur d'une gaine de ventilation. Donc, pourquoi continuer à dire qu'on est dans une maison et qu'il y a des gaines de ventilation qu'un ingénieur va placer? Pourquoi on n'accepterait pas directement de se dire, on vit dans une gaine de ventilation avec une arrivée d'air neuf et une sortie d'air... Et donc... c'est le principe là du plan, c'est on souffle l'air neuf ici, et donc là où il y a l'air neuf, on va mettre les lits comme ça, et puis après ça migre dans le séjour, ça va dans la cuisine et ça finit dans la salle de bain. Donc l'organisation du plan suit le climat, si on veut. C'est un peu cette formule un peu de la forme suit le climat, c'est-à-dire qu'on met en place d'abord le climat, c'est-à-dire d'abord le vent comme ça qui passe à travers. Et puis les formes en découlent, et puis le programme aussi découle de ça. Donc finalement, dans la maison, ça crée une sorte de gradation d'humidité entre des parties plus secs et des parties plus humides. Puis là, il y a toujours une sorte comme on peut se dire, cette maison, c'est une gaine de ventilation, mais on peut se dire aussi que cette maison, elle crée une sorte de désert, de climat désertique et de climat tropical. Enfin, il y a une forme de géographisation d'éléments dans la cuisine. Donc on voit cette gradation d'humidité. Là, c'est très humide, c'est là où on dégage plus de vapeur d'eau, et puis après, c'est repris. Et on avait des variantes comme ça. Voilà. Un autre projet, là c'était sur en fait les vieilles maisons d'autrefois, il y avait la cave humide et froide et le grenier sec et chaud, quoi. Et donc il y avait un moment donné Gaston Bachelard qui disait qui était un anti-moderne en réalité, qui disait qu'on avait perdu la psychologie de la maison, qui était verticale autrefois, au profit de l'horizontalité de la maison, de l'appartement moderne.
en fait, ce qu'on a perdu aussi, quand on s'aperçoit, quand on va plus en profondeur, on s'aperçoit qu'on a perdu effectivement des espaces qui avaient des qualités, qui étaient déterminées par des qualités climatiques fortes, comme la cave, dans laquelle on pouvait conserver certains légumes ou certains fruits ou le vin. Et puis progressivement, plus on monte, plus ça devient sec. Et il y avait d'autres possibilités de conserver des choses jusqu'au grenier, jusqu'aux choses secs qu'on conservait en haut. Donc, parce que la maison autrefois, quand il n'y avait pas le réfrigérateur, quand il n'y avait pas le supermarché, elle avait cette fonction aussi de stockage, si on veut, de l'alimentation, et on vivait aussi là-dedans. Donc, si on fait ça, on met en plan, là c'est la température, l'humidité, on se dit, ici on va mettre dans la cave, on va mettre certains légumes, et puis on va mettre aussi la salle de bain, et puis là où c'est plus sec, on va mettre les habits et les grains de blé, quoi. Et donc on peut finalement composer la maison comme ça entre la partie les plus secs, moyennement humides, très humides, et donc on trouve les habits qui sont à côté des cactus ou des lentilles, comme ça, dans cette organisation de la maison. Donc un peu c'est ça qui s'est passé, cette modification de la verticalité vers l'horizontalité de l'appartement. Et en fait, cette horizontalité de l'appartement, aujourd'hui, il est remis en question, elle n'est pas remise en question, elle est challengée, si on veut, par la question de la ventilation avec le double flux, avec récupération de chaleur. Donc il y a un lieu où l'air neuf arrive et un lieu où l'air vicié ressort. Donc on a finalement déployé l'appartement entre ces deux pôles, comme ça. Et puis le plan de l'appartement se met, les fonctions, les choses se mettent en relation avec cette variation comme ça d'humidité. Donc si on veut, ça c'est un appartement contemporain, on va dire. Je vois qu'il me reste 3 minutes. Bon, ça c'est un autre projet qui fonctionne aussi comme une grande gaine de ventilation. Et puis ça c'est un appartement aussi qui fonctionne à la fois sur l'évaporation, c'est-à-dire on a la partie où arrive l'air neuf plus sec et la partie plus humide. Et là, dans la partie plus humide, en réalité, on a combiné salle de bain et cuisine. Enfin, tout se réorganise comme ça par rapport à... Si on ne fait pas ça, en fait, ça veut dire qu'on doit mettre des gaines, des tubes pour retirer ailleurs. Enfin, si on dessine l'appartement comme on le fait normalement, en réalité, ça va être l'ingénieur qui va devoir payer des gaines pour après venir ventiler, tirer les choses. Nous, on fait l'appartement comme une grande gaine de ventilation, et donc le lieu le plus humide est naturellement celui qui reçoit la cuisine et la salle de bain. Donc on ne se pose pas de questions en réalité morale par rapport à savoir si c'est bien ou pas bien, puisque historiquement, on s'aperçoit que les modes si on a séparé par exemple la salle de bain de la cuisine, c'est parce qu'on avait le pétrole. Si tout d'un coup on n'a plus de pétrole, peut-être les lieux d'eau vont se retrouver à nouveau, comme ils ont pu être ensemble avant le pétrole. Donc en fait, on se laisse guider par la réalité des contraintes, et pour arriver à des modes de fonctionnement pas forcément ceux auxquels on aurait pensé au départ. Et j'ai encore 1 minute. Ça c'est des toilettes. Voilà. Enfin, c'était juste quelque chose sur en fait, sur une dissociation de toutes les couches du sol, du son, du toit qui protège de la pluie, de la lumière, et tout ça en fait n'est plus ensemble, en fait se dissocie comme ça en créant toutes sortes de seuils. Et en fait on avait ces couches, chacune des couches répond en fait à des missions précises, et on a toute une série tout autour, là ce qu'on voit ces montants, c'est des haut-parleurs qui diffusent des bruits d'eau, un peu
des musiques pour piano de Debussy, ou des jets d'eau de Liszt, de Franz Liszt, comme ça, qui couvrent le bruit en fait des toilettes. Et puis comme ça. Là, on voit sur des photos sur Instagram qu'on trouve. Et puis voilà, vous voulez que je montre un... Ça, c'était des projets plus urbains, je crois, voilà. Donc, en fait, sur les systèmes de rafraîchissement, effectivement, le rafraîchissement par évaporation, enfin, c'est nous-mêmes, en fait, quand on se transpire, c'est pour... il y a ce changement de phase liquide et gazeux qui fait diminuer la température, et donc c'est ce qui se passe pour nous. C'est aussi ce qui se passe pour les arbres en évaporant. C'est aussi le système des fontaines qu'on avait autrefois, au Maroc ou en Espagne, comme ça, qui diminue la température de l'air. Donc ça, c'est un peu le système. C'est l'eau liquide, c'est ensemble. Quand ça s'évapore, ça devient gazeux et on a besoin d'énergie. Cette énergie-là, elle est prise à l'air et c'est pour ça que ça fait diminuer la température de l'air. Et donc, voilà, c'est ce qu'on voit. Et donc en fait, je parlais de ça comme outil, l'évaporation comme outil pour rafraîchir. En fait, on a fait ce grand projet à Taïwan. Donc, toute une couche est basée sur la question de l'humidité, avec plusieurs stratégies. Une stratégie, une stratégie de récupération de l'eau de pluie. En fait, le parc est une grande éponge en fait, qui absorbe qui prévient les questions d'inondation là-bas. C'est un climat subtropical, donc on voit les bassins. On a fait ce projet avec Catherine Mosbar là, pour faire tous ces bassins versants, des bassins de rétention, détention, qui récupèrent l'eau de pluie et puis peuvent se remplir progressivement de manière exceptionnelle. Et donc... ensuite, on a aussi cherché les endroits les plus secs dans le parc, c'est-à-dire le plus éloigné des lacs. Et on a fait finalement on est venu renforcer ça avec des arbres qui dessèchent l'air, puisque le climat là-bas est très humide. Et on a dit que c'est ce type d'arbres avec des racines flottantes en fait, qui ont un peu cette capacité, et puis des sols. On a mis en place des sols très très drainants pour qu'il n'y ait aucune évaporation, justement le contraire. Et là, donc c'est devenu le chemin sportif en fait, parce que quand il fait plus sec, on peut mieux transpirer, donc on peut faire plus d'efforts. Donc il y a une forme de suivi, de prolongement de ça. Là, on voit le parc. Ça c'était il y a quelques années. Là, on voit le parc plus récemment avec une inondation, justement, et on voit ces différents bassins qui se remplissent pas sous l'eau, quoi. On avait quelques stratégies de rafraîchissement aussi, qui étaient des appareils qu'on avait appelés des climatic devices, qui étaient de différents styles, qui rafraîchissaient par convection, par radiation, par conduction, par évaporation. Là, c'est le Stratus Cloud ici, qu'on voit ici. Donc avec ce même principe de rafraîchissement avec le changement de phase liquide gazeux. En fait, plus les gouttes d'eau sont petites, plus il y a de surface en contact avec l'air, plus l'évaporation est forte. Contrairement à un lac, par exemple, le lac qui s'évapore, il y a juste la surface en haut qui s'évapore, mais en dessous ça ne s'évapore pas, tandis que c'est pour ça que les fontaines romaines ou espagnoles éclatent l'eau pour justement multiplier les surfaces de contact entre l'air et l'eau. Donc là, on a ces nébulisateurs qui sont là et on crée ces nuages comme ça pour rafraîchir la température de l'air.